Alors, il est désormais temps d'accueillir notre deuxième speaker d'honneur. Je vous préviens, elle a un palmarès qui est impressionnant. Numéro 1 française de tennis fauteuil, 13e au niveau mondial, championne de France en 2021, 2022, 2023, vice-championne de France en 2024. Elle s'est qualifiée à participer aux JO de Paris et elle participera aux JO de Los Angeles en 2028. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements à Pauline Desroulèdes. Bonsoir Laura. Bonsoir Pauline. Bonsoir à toutes. Pauline, tu as un agenda comme Christelle absolument dingue. Merci d'être avec nous ce soir. Merci d'être avec nous. Alors, tu es, je le disais aujourd'hui, championne de tennis paralympique. Tu as sorti cette année le livre Impossible avec le IM entre parenthèses. Possible. Voilà, exactement, aux éditions HarperCollins. Et tu y racontes ton histoire. Et en fait, ton histoire, Pauline, c'est celle qu'on pourrait appeler des accidents de la vie. Au fond, je crois que c'est au-delà de ton parcours hors norme et de ta résilience incroyable, c'est finalement ce qui rend ton récit universel, c'est que ça aurait pu nous arriver à toutes ici présentes ce soir. C'est en fait une succession de petites décisions qui fait qu'à un moment donné, tu te retrouves au mauvais endroit, au mauvais moment. Et c'est un accident, bien sûr, qui change ta vie, mais qui change aussi la vie de ta compagne, Tiffaine, avec laquelle tu as une petite fille aujourd'hui. Cette histoire, tu as dû la raconter plus d'une centaine de fois maintenant, et je vais te demander de le faire à nouveau pour qu'on comprenne ce qui est arrivé le 27 octobre 2018. Je t'ai entendu, Pauline, au micro du philosophe Charles Pépin sur France Inter, et tu commençais avec ces mots, et si tu veux bien, je vais te laisser continuer. « C'était un samedi comme les autres, un jour ordinaire mais qui me plaisait bien, j'avais beaucoup ri. » Merci Laura. Effectivement, j'avais beaucoup ri. Et j'ai compris par la suite qu'on peut basculer en une fraction de seconde dans le camp des victimes, et surtout l'expression passer du rire aux larmes qui existe. Et effectivement, c'était une journée ordinaire, heureuse, j'étais épanouie dans un boulot que j'aimais, je travaillais dans le domaine audiovisuel. Je faisais 2 heures de sport minimum par jour, une vie chargée. J'étais amoureuse, voilà, avec Tiffaine, ma compagne. C'est très important, essentiel même. Et surtout, je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres, parce que j'ai été éduquée comme ça, choyée, protégée, peut-être surprotégée par ma mère. Mais c'était une bonne chose. Et je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres. Parfois, souvent même, on le pense parce que ça nous rassure de le penser. Parce que ça fait peur, les drames. Bien sûr, on ne veut pas vivre de drames. Et je pensais vraiment que ça n'arrivait qu'aux autres. Et ce samedi, je suis allée avec ma copine acheter des fleurs. Je me suis garée sur un trottoir, et cette petite décision, comme tu as dit, que j'ai prise de rester garée, assise sur mon scooter, et de laisser Tiffaine partir acheter des fleurs seule, elle a quelque part bouleversé la suite de ma vie, puisque j'ai été percutée dans le dos par un conducteur qui nous a fauchés ce jour-là. On était 3 sur le trottoir, et je me suis retrouvée quelques mètres plus loin, par terre, au sol. Alors, ce qui est fou dans ces moments-là, c'est qu'il y a l'instinct de survie qui vous fait rien sentir. Et moi, dans mon malheur, j'ai été consciente de tout. Après, par la suite, c'est des choses qu'il faut soigner pour pas revivre en permanence cette scène traumatique. Mais j'ai compris tout de suite, quand je suis par terre, que c'est très grave. Je sais pas alors qu'il s'agit d'un accident, mais je sais que ma vie d'avant, quelque part, elle va se terminer, et qu'il va y avoir un après. Et la première émotion qui me vient, c'est énormément de chagrin, évidemment, pour ce que j'étais avant. Mais en même temps, ce sursaut de cet élan vital que j'avais déjà avant, qui me fait dire, en même temps, je suis par terre, mais je suis en vie, je respire. Ok, je vois, il me manque ma jambe. Mais là, le cerveau se met en mode protection. Je me dis, on va me recoller ma jambe. Les médecins font des choses formidables. Parce que dans mon monde à moi, une jambe arrachée, ça n'existait pas. J'avais peur de tout, j'avais peur du sang, de l'hôpital. Et c'est vrai qu'on bascule à ce moment-là dans un cauchemar. Et je suis emmenée à l'hôpital militaire de Percy. Je saurai par la suite que pourquoi on m'emmenait dans ces endroits, parce que ce que j'avais, c'est comme une blessure de guerre. Et très vite, je pose la première question au médecin avant de rentrer au premier bloc opératoire pour savoir s'ils vont pouvoir me sauver ma jambe. Et ce médecin me dit tout de suite que ça va pas être possible. Donc je sais
avant de partir au premier bloc que je ne vais pas retrouver ma jambe. Et c'est vrai que moi qui détestais lâcher prise, c'est la première fois peut-être que j'ai dû accepter de lâcher prise et de me laisser porter. Donc ça a été un moment particulièrement difficile, mais en même temps, j'ai dû accepter mon sort. Et c'est que quelques heures plus tard qu'il y a finalement cette nouvelle vie qui va démarrer sur une phrase. Puisque... on parle de phrases. Je veux bien que tu nous dises celle que tu as dit sur ton lit d'hôpital, et je veux bien que tu dises aussi, et je sais que tu l'as aussi déjà beaucoup raconté, mais celle que te dit Tiphaine quand tu es encore sur le sol, que tu n'as plus ta jambe. Oui, c'est vrai que c'est pas banal comme phrase, puisqu'elle me fait une très belle déclaration d'amour. Quand je suis par terre, elle voit ma détresse, évidemment. Elle voit en un seul regard que je suis perdue, qu'elle comprend tout. C'est fou, là, la force d'un regard qui peut tout changer. Elle comprend mes peurs, mes doutes. Comment ça va être, cette nouvelle vie? Est-ce que tu vas être encore avec moi dans cet état? Et elle balaye ça en me disant « T'inquiète pas, je vais t'aimer toute ma vie ». Et voilà, ça a marché. Bien sûr, par la suite, je lui ai dit qu'elle n'était pas du tout obligée de tenir cette promesse, quand même. Et c'est vrai que ça part de là. Ça a été une phrase très salvatrice parce que ça donne déjà une première raison de rester en vie et de se battre. En tout cas, moi, c'était pour elle que je me battais au début. Au début, c'est pour elle, pour les autres. C'est certainement pas pour moi et ma vie future, puisque j'en voyais pas vraiment. Quoique, j'ai posé un objectif assez rapidement, mais sans aucune garantie. Alors, on peut en parler. Oui, comme tu le dis, à la fois peut-être pour rassurer les autres, tes proches, Tiphaine en premier lieu, qui devaient être inquiets pour toi. Et cette phrase, ce défi que tu leur promets, cette phrase que tu lances, qu'est-ce que c'est ? Vous inquiétez pas, je vais faire les Jeux paralympiques de Paris en 2024. Et c'est vrai que... et il faut... Trop de morphine. Et en plus, il faut resituer, parce que tu l'as dit, mais moi, au début, quand je connaissais pas encore totalement ton parcours, je pensais que tu étais déjà professionnelle de tennis. Tu étais une joueuse aguerrie, assidue. Tu disais tu faisais 2 heures de sport par jour, mais tu avais un job dans l'audiovisuel. Donc là, tu visais les JO, alors même que tu étais dans ce lit d'hôpital. C'était quoi le terrain de ça, au lieu finalement de s'effondrer, ça aurait été normal, et tu as dû avoir aussi des hauts et des bas, mais c'était quoi, au-delà du fait de vouloir rassurer tes proches, le terrain de cette ambition, de cette résilience ? Le terrain, c'est que j'aimais la vie, j'ai toujours aimé la vie, j'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours trouvé mon moyen d'expression dans le sport, un moyen d'exister, surtout en tant que femme, puisqu'on est là pour en parler. Moi, j'étais la seule petite fille à jouer au foot avec les mecs et je me faisais pas marcher dessus au sens propre et au sens figuré, et j'aimais ça. Je débarquais dans les parcs et il y avait que des mecs à la table de ping-pong et je les battais, et j'aimais ça, en fait. Et ça a toujours été quelque chose que j'ai cultivé, cette compétitivité, cette compétition. Le sport me réussissait, n'importe quel sport auquel je touchais, ça marchait, ce qui n'était pas le cas dans le reste des études. J'ai pas fait Polytechnique, pardon Christelle, mais elle n'est pas joueuse de tennis paralympique non plus. Ouais, on pourrait faire une partie ensemble, mais en tout cas, j'avais ce terrain de vie profondément qui était ancré en moi, et un entourage très très présent. Après, c'est vrai que je n'étais pas du tout prédit à avoir une vie de sportif de haut niveau, puisque j'avais pas choisi cette vie-là. J'aimais le sport, c'était peut-être un rêve de petite fille que j'ai eu à un moment. Mais là, en fait, quand je dis cette phrase, c'est les autres qui me donnent cette envie de leur rendre l'amour qu'ils me donnent sur ce moment précis, parce qu'ils sont hyper inquiets. Imaginez-vous, vous avez vos proches qui sont pleins d'inquiétudes. Les questions qu'ils ont, c'est est-ce qu'elle va être encore la même? Comment elle va être? En colère? Qu'est-ce qu'elle va dire? Est-ce qu'elle veut mourir? Est-ce qu'elle sait qu'elle a perdu sa jambe? Et voilà, et moi, je suis heureuse de les voir. Je suis heureuse de les voir à ce moment-là. C'est un moment simple. Alors bien sûr, on est dans une chambre d'hôpital, mais j'ai envie de leur rendre ça et de leur dire vous inquiétez pas, en fait, ça va être ça mon objectif. Je sais pas comment, je sais pas dans quel sport, mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5 ans pour y arriver. J'ai joué au tennis, ça je l'avais dans un coin de ma tête, mais j'étais même pas encore sur le tennis fauteuil. Et c'est vrai que quelque part, le fait de poser cet objectif, ça a été aussi salvateur pour moi, parce que ça a fixé un horizon. C'est peut-être la première fois que il y a eu un horizon, un après l'accident. Après, bien sûr, et ça c'est très important de parler, par la suite, il y a eu évidemment des hauts et des bas, et beaucoup de bas, parce qu'on n'est pas maître de son corps. Moi, j'ai énormément subi de douleurs physiques, morales, mais c'était dur de passer par là.
Mais là encore, je pense que ça a été le chemin de reconstruction pour grandir, rebondir plus vite. Moi, ma principale qualité et mon défaut aussi, c'est que j'ai toujours été une grande impatiente. Mais cette impatience, elle m'a sauvée, parce que quand je prenais les béquilles et que je pouvais pas prendre le risque d'être debout et qu'on m'engueulait, que les militaires, hein, imaginez-vous, moi j'étais la plus rebelle à l'hôpital militaire, et ils en pouvaient plus de moi, il y avait 10 personnes dans ma chambre, enfin c'était un petit peu n'importe quoi, mais au moins je poussais toujours les limites parce que je n'acceptais pas ce sort-là, ce temps incompressible de cicatrisation, de soins, etc. Mais je pense que ça a été bien, et c'est bien pour toutes les impatientes qui sont dans cette pièce d'être impatientes, parce que ça fait aller plus vite et plus fort. C'est un moteur. Tu dis souvent qu'il y a la Pauline d'avant l'accident, la Pauline d'après. La question que j'ai envie de te poser, c'est évidemment, au-delà de ta jambe, qu'est-ce qui a vraiment le plus changé et qu'est-ce qui, à l'inverse, est resté intact ? Je pense être toujours la même. Alors, bon, il me manque un bout, j'ai une cicatrice. Mais non, plus sérieusement, ce que j'ai perdu dans l'accident, c'est ce qu'on perd tous, il paraît, au cours de notre vie, mais ça se fait de manière douce, c'est l'insouciance. Voilà, moi, ça a été assez brutal puisque j'avais 27 ans. Et j'étais plus jeune ni vieille, mais voilà, d'un coup, j'ai compris que ça existe. Je sais maintenant que les drames existent. Je connais la valeur de la vie, mais la vraie. Je comprends le sens que c'est quand on nous dit de profiter du moment présent. On a 2 bras, 2 jambes, on est en bonne santé, on a des gens qui nous aiment. Parce que ça a de la valeur, parce que, comme je l'ai dit, tout peut basculer. Et moi, je suis quelque part... et ça, c'était moins le cas avant, parce que je n'étais pas consciente. Je suis reconnaissante d'être en vie, je suis privilégiée d'être debout. J'ai tellement voulu être debout à nouveau. Donc c'est toujours une fierté de pouvoir être debout. Je sais qu'il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance. J'ai vu énormément de choses que j'aurais préféré ne jamais voir à l'hôpital. Et j'ai compris que tout de suite, je ne pouvais pas me plaindre. Et ça, j'en suis beaucoup plus consciente qu'avant. Et c'est normal. Et c'est presque triste à dire, mais quand on vit des épreuves, des moments difficiles, et on en vit tous, hein, parce qu'on parle beaucoup de la résilience. Moi, je pense qu'on est tous des résilients. Quand on n'a pas le choix, il y a cet instinct de survie qui se met en marche avec un entourage d'acier, des armes. Moi, ça a été le sport. Et la vie finit toujours par reprendre le dessus. Il faut juste accepter le temps qui passe. Et c'est vrai que voilà, j'ai cette conscience de la vie, je pense, qui est beaucoup plus installée qu'avant. Une nostalgie infinie qui partira pas. Mais je fais avec, parce qu'encore une fois, j'aurais pu ne jamais être là pour vous en parler. Et puis la vie qui reprend le dessus, c'est par exemple la naissance de notre fille. Ça, c'est un bon pied de nez à la vie, de dire, voilà, on continue. Et voilà, il y en aura d'autres, j'espère. Elle va avoir un bon rôle modèle. Je crois qu'on pourrait t'écouter encore longtemps. J'ai une dernière question pour toi, Pauline. Ton ambition, elle ne s'arrête pas à tes exploits sportifs. Elle t'a aussi amené à t'engager pour faire adopter la loi selon laquelle il faudrait conditionner la validité du permis de conduire à des visites médicales à partir de 65 ans. Et tu luttes aussi pour faire reconnaître les proches, comme ta conjointe Tiffaine, comme victime collatérale par les assurances, parce que bien sûr, quand quelque chose comme ça arrive, c'est ta vie qui change, mais c'est évidemment aussi la sienne. Et tu as bénéficié de ce qu'on appelle la justice restaurative, qui consiste à faire dialoguer avec un médiateur qui est neutre et formé, l'auteur d'une infraction et la victime. Donc tu as rencontré ce monsieur. Qu'est-ce que ça a changé dans ta reconstruction ? Énormément de choses. Merci de me poser cette question. Pour ceux qui ne le savent pas, il se trouve que le conducteur qui m'a percuté était âgé de 90 ans. Il a appuyé sur l'accélérateur au lieu du frein. Et c'est vrai que quand je connais ces circonstances-là, je me dis que c'est dingue que dans un pays aussi avancé sur les questions de sécurité routière, on sensibilise beaucoup sur le portable, l'alcool au volant, qui sont les infractions dans le code de la route. On ne commence pas par la base, qui est de se dire on va passer une visite médicale au cours de la vie pour s'assurer qu'on a toutes les aptitudes, les capacités physiques, cognitives, sensorielles. Et donc je me lance dans ce combat très politique et je me heurte à beaucoup de freins très politiques et un manque de courage. Et puis comme voilà, il y a beaucoup de mecs dans ce milieu, non, je rigole. Non, c'est vrai qu'il y a un manque de courage politique affligeant. À ce moment-là, je me dis ça va être compliqué, mais en même temps, j'ai quelque part une confiance inébranlable dans le fait qu'on y arrivera.
Et c'est vrai que pour pour mener ce combat, c'était très important pour moi de parler à celui qui nous a fauchés, d'avoir le profil de ce monsieur, d'essayer de comprendre sa version, de savoir à qui j'avais affaire. Et ça a été un moment très fort et très important dans ma reconstruction. Il y a eu un avant et un après cet échange. Et la justice restaurative m'a permis de le faire. Effectivement, c'est important de le rappeler. Il y a un très beau film, Je verrai toujours vos visages, de Jeanne Henry. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le faire, qui permet de faire cet échange-là. Et ce monsieur m'a dit des choses très importantes. Il était évidemment anéanti. Ça aurait pu être mon grand-père. C'est dur de voir un monsieur d'un grand âge pleurer devant vous. C'est quelque chose qu'on souhaite à personne. Et c'est vrai qu'il savait qu'il n'était plus capable de conduire. Il avait déjà essayé maintes et maintes fois, mais c'était très dur pour lui de renoncer à cette autonomie, et on peut le comprendre. Moi, je l'ai toujours dit que c'était dur d'avoir cet auto-recul. Et surtout, il m'a dit, s'il y avait une loi, je l'aurais respectée. Et c'est vrai que depuis cet échange, cette phrase, elle résonne en moi, parce que je crois ce monsieur, je sais qu'il a été victime de lui-même. Bien sûr, c'est compliqué de pardonner à un homme d'avoir pris le volant en sachant qu'il n'était plus capable, mais pour autant, ça a tourné mon énergie vers un combat sociétal d'utilité publique. Donc aujourd'hui, effectivement, je continue de me battre pour la mise en place de visites médicales pour tous les conducteurs. Je me permets juste de rectifier, pour tous les conducteurs avec une fréquence plus régulière à partir d'un certain âge. Et on est là sur le point de terminer la rédaction d'une proposition de loi qu'on va présenter, qu'on va défendre à l'Assemblée nationale là, début avril. Et donc là, c'est un travail de lobbyiste que je fais à mes heures perdues après l'entraînement, mais parce que c'est un combat qui a du sens. Et moi, depuis cet accident, j'essaye de me dire qu'il faut donner du sens, même à ce qui n'en a pas. Et que pour moi, c'est trop tard, mais pour les autres victimes potentielles et responsables d'accidents, parce qu'il y a aussi eux dont la vie est brisée, il faut y penser et qu'on peut changer les choses et que sauver des vies, c'est important. Ce que tu dis fait un très bel écho à ce que disait Christelle. Finalement, ambition et impact sont un peu les deux revers d'une même médaille. Donc merci pour ta force et merci pour ton ambition. Merci beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup.